Les mains s'agitent pour finir de mettre en place les joyaux rares, les pièces d'archives, le fameux Soleil d'or de l'exposition Fred, joaillier créateur depuis 1936. Où est-ce qu'on est alors ? On est au Palais de Tokyo, à l'exposition de Fred. De nombreux collectionneurs privés ont prêté leurs joyaux Fred pour l'exposition, unique occasion de voir tous ces bijoux réunis. Combien de pièces peut-on voir dans l'exposition ? 450 pièces de joaillerie et des objets exceptionnels. Visite guidée intense avec ceux qui ont tout organisé, sourcé, retrouvé. Donc là, on va littéralement fouler le tapis rouge. Oh, ça flash. C'est très Instagrammable là. Tapis rouge, flash, 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 c'est la salle des rapports entre Fred et le glamour Hollywood, les actrices, avec en clou le collier porté par Julia Roberts dans le film Pretty Woman que chacun a vu 1000 fois. Vous l'avez vu combien de fois ? Je peux même plus compter en fait. En tout cas, j'ai pas assez de mes 10 doigts pour compter. Quand on a prêté ce collier pour le film, on ne peut pas imaginer qu'il devienne pratiquement le 3e acteur du film, qu'une scène lui soit dédiée. Donc un grand moment pour la maison. Le collier est culte, des cœurs en diamant, au milieu desquels se trouvent des rubis. C'est quoi le prix à l'époque ? Dans le film, il lui dit que ça vaut 250 000 $, un quart de million de dollars. D'accord. Et c'était le prix ou... Ok. Ça reste secret. C'est le vrai alors ? Alors celui-ci est la réplique, parce que le vrai est dans une collection privée. Donc quelqu'un a vraiment le vrai collier. Quelqu'un a vraiment le vrai collier. Le clou, l'astre de l'exposition, est niché dans une pièce écrin d'or. L'installer demande beaucoup de précision. Alors effectivement, l'installation est un moment fort en émotion. Beaucoup de réglages aussi sur l'éclairage pour ne pas dénaturer la couleur originelle de la pierre. C'est important. Quand on ferme la cloche et qu'on sait qu'on ne la rouvrira pas pendant 4 semaines, il fallait absolument que tout soit impeccable. Le Soleil d'or, il n'avait pas été visible par le public depuis des décennies, depuis 1977. Le regarder, c'est le fixer, et le fixer, c'est se perdre dans une méditation instantanée. Le Soleil d'or. Charles Leung, le PDG de Fred Joaillier, nous met en contexte le Soleil d'or. C'est l'un des diamants les plus rares du monde, avec cette taille, avec la couleur comme ça. Combien de carats ? Donc un diamant jaune Fancy Intense Yellow de 101 carats 57. C'est peut-être l'un des moments le plus glorious de la maison. Il y a une norme de classification des diamants, ce qu'on appelle les 4 C. Et pour chacun des C, elle est extraordinaire. Donc le premier C, c'est la couleur. Elle est Fancy Intense Yellow. C'est le second grade le plus intense qu'il soit possible d'avoir. Ensuite, il y a le weight, le carat weight. Elle fait plus de 100 carats. C'est rarissime d'avoir des pierres taillées de plus de 100 carats. Ensuite, on a le C pour clarity, donc la pureté. Et ensuite, il y a le cut. Donc là, c'est les proportions d'une pierre. Donc là aussi, dans ses proportions de taille émeraude, elle est incroyable. Donc là, elle est exceptionnellement là et elle revient dans le coffre de la personne qui l'a acheté, c'est ça ? Non, pas du tout, parce qu'on a racheté ce diamant. Là, le diamant jaune Soleil d'or est revenu dans la maison Fred. Et il ne part plus jamais. Il y a aussi cette vitrine qui met en valeur les relations entre la maison Fred et Monaco avec ce pendentif très particulier. Là, on voit ce pendentif avec un scorpion qui était le signe astrologique de la princesse Grace. On la voit là le porter et en fait, il lui avait été offert et on peut le voir sur les photos qui sont là par Fred Samuel lui-même que vous voyez à côté d'elle. C'est incroyable, c'est... Ouais, ma salle préférée. Mise en scène nautique pour la pièce consacrée au bracelet le plus identifié à Fred par le grand public, le bracelet Force 10, dont l'histoire est retracée. Force 10, c'est un vent, c'est ça ? Alors sur l'échelle de Beaufort, qui permet de calculer la force des vents, Force 10, c'est tempête. Oui, c'est pas bien, hein, moi, quand j'entends Force 10. Justement, c'est bien. Force 10, ça veut dire que ça résiste à la tempête. Ok.
Le Force 10, c'est un bracelet, un modèle qui a été d'abord créé en fait en 1966 et qui est... C'est en 66. Oui, 66 le premier. Le premier n'est pas fait au sein de la maison. En fait, il est fait par Henri Samuel, qui lui-même est navigateur. À la base, c'est vraiment un bout de câble en acier, un vrai câble en acier, comme il y en a sur les bateaux. Et puis, il décide de l'attacher au poignet de sa femme, de lui faire un premier bracelet, comme ça, avec un rivet en or. Et pendant longtemps, ça sera seulement son bracelet, jusqu'à ce que finalement, dans les années 70, ce soit vraiment décliné en une collection qui s'appellera Force 10. Ce premier bracelet Force 10 est donc un cadeau destiné à rester dans l'intimité de la famille. Il ne cherche pas à correspondre au canon esthétique de l'époque, aux habitudes joaillères. Liberté et donc audace et donc succès. Le Force 10 est ensuite décliné, pas vraiment à l'infini, mais si, en fait à l'infini. Que ce soit des porte-clés comme ça, avec un winch là qu'on voit, une ancre, une roue. En lunettes, c'est étonnant. C'est genre la lunette en or, quoi. Oui. Ah ouais, tranquille. Et l'on peut aussi découvrir des bijoux d'exception, une broche oiseau particulièrement haute en couleurs. Cette broche en saphir multicolore, rien que la densité, l'intensité des saphirs et leur placement montrent une certaine audace. On a l'impression qu'il est vraiment en envol. Des parures avec des cœurs et diamants jaunes. Un diadème de conte de fées. Et marqueterie de nacre folle, un sac glycine ou un sac cygne. On passe d'un trésor à l'autre. Et voici les couleurs. Fred Samuel, le fondateur, a grandi en Argentine. Il est fasciné par les couleurs. Un arc-en-ciel de couleurs, donc, dans une salle extrêmement satisfaisante, extrêmement relaxante. On a voulu là montrer un déroulé chromatique des couleurs utilisées dans les bijoux Fred. Celui-ci doit être de 1980. C'est sur un tube au gaz, c'est-à-dire c'est creux, donc ça fait un petit peu ressort comme ça. C'est très agréable à porter, parce que c'est très souple, c'est très léger. Et avec des jolis cabochons de tourmaline comme ça. Cabochon, c'est quand la pierre est très arrondie comme ça sur le dessus. Ça, c'est un corail. Ça, c'est du corail, oui. Alors en bas, là, c'est une émeraude. Au-dessus, c'est des péridots. Et celui-là qui est quasiment fluo. C'est aussi des émeraudes. On continue avec du turquoise, et donc on passe au lapis lazuli, bleu un peu plus foncé, noir pour l'onyx, et puis finir avec des améthystes, violet. Donc c'est vraiment l'utilisation du spectre de la couleur qu'on retrouve là sur tous les gouachés et tous les dessins. Certains que vous retrouvez sur les bijoux qui sont là. Donc celui-ci... Celui-ci, c'est donc celui-là. Alors là, on est dans la salle artiste. Les rencontres étaient très importantes pour Fred Samuel. Et comme c'est un joaillier qui ne faisait rien comme tout le monde, dès les années 60, il dit qu'il va chercher la fantaisie auprès des artistes. La première collaboration sera avec son ami Jean Cocteau, qui lui dessine cette médaille, les visages cachés, le dessin d'origine. Évidemment, même quand on est pressé, qu'on veut seulement passer par une salle pour aller à une autre, on est happé par les vitrines comme celle-ci, avec une collection des breloques Fred joaillier à travers les décennies. Alors on appelle ça des charms en anglais, sinon on appelle ça des breloques. Ce sont des sortes de petits pendants comme ça, des petits pendentifs qu'on accrochait souvent à des bracelets en fait, où on les accumulait. Alors généralement ça donne des bijoux très personnels parce que chaque breloque qu'on rajoute sur son bracelet correspond à un événement, un souvenir ou quelqu'un qui nous l'a offert. C'est l'intimité du bijou par excellence. Là. Exactement. Ça se faisait beaucoup aux États-Unis où ils sont très friands de ces bracelets breloques. C'est les Américains qui faisaient ça. Ouais, beaucoup. Elizabeth Taylor en avait des montagnes de montagnes de montagnes. Ah, c'est vrai. Ah oui. Alors des fois ils sont très drôles. Ça c'est au moment de la crise des années 70. Il fait un baril de pétrole. Il fait un baril de pétrole qui s'appelle l'or noir. Il y a un côté comme ça un petit peu ludique et assez enfantin dans le bon sens du terme. Il y a plein de facettes aux bijoux. Il y a la très haute joaillerie et puis des fois aussi il y a des choses un peu plus humoristiques et surtout des pièces avec lesquelles on vit. C'est-à-dire qu'on utilise et qu'on porte tous les jours. Valérie Samuel est la petite fille de Fred Samuel, le fondateur. Elle est aujourd'hui vice-présidente et directrice artistique de la maison. Elle nous parle donc de son grand-père. C'est quelqu'un de visionnaire, d'audacieux. Il est un des premiers à croire dans la perle de culture dans les années 30, quand la perle fine est la norme. La guerre pointe son nez et il souhaite s'engager pour son pays de cœur. Et donc il s'engage dans la Légion étrangère. Et il aura des faits de guerre absolument incroyables. Il sera fait prisonnier 2 fois, il s'évadera. C'est quelqu'un qui toute sa vie a provoqué sa chance. La guerre va changer la maison Fred à tout jamais.
En 1942, la commission aux affaires juives fait enlever le patronyme Samuel sur la devanture, après avoir évidemment apposé l'étoile juive. Et donc, après la guerre, quand il récupérera sa boutique en 1945, il dit ne pas remettre le patronyme en souvenir de ces années si difficiles, de toutes ces atrocités de la guerre, mais aussi en souvenir d'un certain anonymat qui lui portera chance. Donc la maison devient Fred en 1942. On a une bague qui est signée Fred Samuel dans cette première vitrine. Je ne pensais pas retrouver un bijou signé Fred Samuel. Et ça, c'est une bague qui, pour moi, a beaucoup de valeur, puisque des bijoux d'avant-guerre signés, il n'y en a sûrement pas beaucoup. Vous pouvez me montrer des pièces que vous aimez bien? Il y a beaucoup de choses, mais une chose qui m'a touché beaucoup, c'est ça, c'est cette broche. C'est une broche qu'il fait pour ma grand-mère en 1945, avec les diamants qui sont rescapés de la guerre. Comme il est joaillier, il a gardé tous ces diamants qu'il avait à l'époque, un peu dans les manches. Et donc il fait cette broche fleur dont il fait le centre en trembleuse. On le voit, quand on bouge un petit peu, les diamants bougent, donc c'est monté sur un ressort. Et il dit ces fleurs en trembleuse symbolisent la fragilité de la vie. On parle souvent de la haute joaillerie, on parle souvent de tous les objets exceptionnels. Vous avez vu le soleil d'or, mais souvent, même un bijou plus petit peut avoir encore plus de valeur. Curiosité, voici l'épée d'académicien d'Edgar Faure, commissionnée aux ateliers de Fred. Souvent, ces épées, à la mort des académiciens, soit elles restent dans les collections familiales et personnelles. On dit même que certains académiciens sont enterrés avec leurs épées d'académiciens. Oui. Sérieusement? Oui, parce que c'est extrêmement personnel et un titre honorifique très important pour eux. Tous les symboles personnels de l'académicien y sont, un lion, un sablier, un pommeau de malachite sculpté, hommage au sapin de Franche-Comté dont Edgar Faure était originaire. De la malachite qu'on retrouve sur ce jeu de backgammon, ou toujours de la malachite sur ces horloges. Ça, c'est la clé de la rue Royale. C'est un porte-clés loupe que mon père avait fait pour mon grand-père. Il lui avait fait la clé en or pour qu'il ait toujours sur lui avec une loupe. Donc c'est un objet qu'on affectionne tout particulièrement. Aujourd'hui, elle n'ouvrira aucune porte. Mais Donc ça ouvrait la porte de la rue Royale. Ouais. Et elle est en or. C'est lui qui l'ouvrait le matin? Alors, mon grand-père était le premier le matin, le dernier le soir. C'est lui qui changeait les ampoules s'il y avait besoin. Le samedi matin, il amenait des croissants à son personnel pour les remercier de travailler le samedi. Parce qu'à l'époque, quand on était un grand joaillier, on ne travaillait pas le samedi. Et comme ça ne suffisait pas, quand il a ouvert son premier magasin en dehors de la rue Royale, il l'ouvre à l'aéroport d'Orly. L'aérogare vient d'ouvrir, on est en 1962. Comme ça, il peut travailler le dimanche. C'était un homme infatigable. Ah si, c'était incroyable. Vous avez le Force 10 aussi? Ah, voilà. L'iconique de la maison. Et ça, c'est pain de... Ça, c'est pain de sucre. On change les cabochons. C'est interchangeable. C'est vrai? Je peux vous montrer. Selon l'humeur ou la journée? Exactement, selon les tenues, selon l'envie. Donc voilà. Comment vous avez fait? C'est magique. C'est Moi, je vous fais des tours de magie tous les jours. Total. Mais attends, c'est magnétique? Non, c'est mécanique. C'est-à-dire que vous appuyez sur quelque chose? Oui, j'appuie et j'ai un clic, donc j'ai vraiment ce clic de sécurité. Donc je peux mettre, là j'ai un quartz rose, je l'ai en chevalière ici, donc là c'est la même chose sur le bracelet. Je peux changer, mettre un cabochon de cette forme. Du casual chic au glamour informel. On va parler de moi. La transformabilité, un des savoir-faire de Fred. Ici, des fleurs ouvrantes. Les pétales s'ouvrent et se ferment, le centre étant trembleuse. Le bijou révélé vibre. Des bijoux qui peuvent avoir un intérêt très pratique en soirée. Et on dit que ces bijoux parlaient, que ces dames, lors des soirées, en fonction de si les pétales étaient ouvertes ou fermées, elles pouvaient communiquer avec leur époux et leur dire si elles s'ennuyaient et voulaient rentrer ou rester plus longtemps, mais de façon très très discrète. Mais non. Et donc toute cette vitrine Ça, est... je la ferme, c'est que... Ouais, il est temps de rentrer. Voilà. Voilà Loïc. C'est l'histoire de votre famille, ça, Ah oui, cette exposition. C'est très émouvant d'abord d'avoir eu cette démarche de reconstitution du patrimoine, aujourd'hui de pouvoir le partager dans le cadre de cette exposition. Et c'est comme si il revivait en fait, puisqu'on a redécouvert énormément de documents, on a reconstitué beaucoup d'histoires en fait. C'est beaucoup d'émotions.